Je vous laisse nous faire vivre cette magnifique course. Voilà, merci Benoît. Alors on est en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que l'on est probablement en train de vivre Milan-San Remo, la Primavera la plus rapide de l'histoire, ou en tout cas l'une des plus rapides. Imaginez, c'est déjà la plus longue des classiques, des grandes classiques, des grands monuments du cyclisme. Elle fait près de 300 km, c'est quand même considérable, 294 km exactement. Et bien ces 294 km auront été couverts à plus de 46 km, plus de 45 km/h sur les 5 premières heures de course. La durée de cette classique, le nombre d'heures de selle, c'est plus de 7 heures de selle pour les coureurs de Milan-San Remo. Et vous comprenez qu'en tête, eh bien, on soit un petit peu résigné après avoir compté plus de 11 minutes d'avance. Et vous le voyez d'ailleurs, les échappés qui ont animé ce début de Milan-San Remo sont en train de se faire reprendre par un peloton Jackie Durand qui va devenir très nerveux maintenant au moment d'aborder les 10 derniers kilomètres qui précèdent la montée vers la Cipressa. Et oui, c'est le moment crucial. Certes, la course est longue, mais on va dire que Milan-San Remo commence maintenant à moins de 40 km de l'arrivée. Au contraire d'un Tour des Flandres ou d'un Paris-Roubaix, il faut être vigilant tout au long de la distance. Là, Milan-San Remo commence maintenant. On va traverser ce village et ensuite on va attaquer bien sûr la Cipressa. Alors 2 hommes tentent de résister au retour du peloton. On l'a vu, l'Italien Keola ainsi que le Vénézuélien Echebarria, mais dans la traversée d'Imperia où tout le monde va très vite, ils sont en train de se faire reprendre par un peloton. On tourne rapidement une page de pub et on se retrouve juste après. Mori dans la traversée d'Imperia a été victime d'une chute sévère. Massimiliano Mori qui apparemment est touché au visage, il se tient le visage en tout cas, et qui a tout simplement percuté le trottoir sur ce rond-point dans la traversée d'Imperia alors que le peloton était en train de reprendre l'échappée matinale, cette échappée en tête depuis 220 km de course. Alors l'ambulance est à ses côtés, ça a l'air assez sérieux quand même si le coureur est conscient. Vous le voyez, l'ambulance est avec le médecin de la course, se trouve aux côtés de ce coureur. On revoit ici non pas la chute mais les instants qui ont suivi immédiatement cette chute. Il est tombé tout seul. C'est un coureur qui appartient à l'équipe Naturino, l'une des équipes invitées sur ce Milan-San Remo, avec également l'équipe Parlo World, avec l'équipe Aqua et Sapone, ainsi que l'équipe Ceramica Panaria Navigare. Et justement l'équipe Panaria que l'on aperçoit ici à l'image. Ce sont les 2 seuls rescapés de l'échappée matinale. Bon, et des images rassurantes. Oui, il a quand même un bel œil de pigeon là, qui est en train d'apparaître sur la pommette gauche. Massimiliano Mori, qui heureusement qui nous fait un petit clin d'œil en disant que tout va bien. Oui. C'est dommage parce que Mori est en forme actuellement et il avait à cœur de le démontrer à l'occasion de ce Milan-San Remo. Il n'aura pas pu le faire. Oui, c'est un endroit où on va très vite. On vient de descendre le Capo Berta, on traverse Imperia et tout le monde veut vraiment se placer, donc on ne veut pas perdre de place. Et certainement Manuel Mori était très bien placé aux avant-postes. Bon, malheureusement il a pris un peu trop de risques, peut-être pris à la corde, un peu de pavé. Il y a un peu de pavé quand on traverse Imperia et voilà la chute. Alors les échappés ne sont pas repris. Vous les avez ici à l'image, avec notamment Ludovic Auger de la Française des Jeux. Ludovic Auger qui est un coureur, j'allais dire âgé. Il a 35 ans. D'expérience. Oui, pardon. C'est pas très. Non, mais c'était pour faire le vilain jeu de mots. Mais il est vraiment vilain. Bon, je le regrette. Il est le seul Français dans cette échappée matinale, au sein d'une équipe où l'on a décidé de faire la course en faveur d'un seul homme. A priori, c'est Philippe Gilbert, le vainqueur du Hetvolk. Oui, nous avons rencontré ce matin Thierry Bricot qui nous annonçait la couleur. Aujourd'hui, c'est tout pour Philippe Gilbert. Même si à travers son dernier Tirreno Adriatico, on va dire qu'il était un petit peu décevant, c'est un gros mot, mais bon, vu des résultats qu'il avait eu en Belgique juste avant, en remportant notamment de belle manière le Hetvolk, on pouvait s'attendre un petit peu mieux de la part du coureur belge de la Française des Jeux. Mais bon, apparemment Philippe Gilbert avait déjà la tête à Milan-San Remo toute cette semaine. Donc voyons voir, mais il est certain qu'il risque de se découvrir dès la Cipressa. Ludovic Auger qui de son côté lui a fait toute sa carrière quasiment sous le maillot de l'équipe d'Aubervilliers, Big Mat Aubert, avant de rejoindre l'année dernière la Française des Jeux. Il a gagné au cours de sa carrière 2 courses. Le Tour de Normandie, c'était en 2000, et puis également le Grand Prix de Fay-le-Franc, devenu récemment le Grand Prix Samin,
d'ailleurs gagné encore cette année par un Français, en l'occurrence Renaud Dion. Oui, c'est un coureur qu'on disait d'expérience, mais qui n'a certainement pas une grosse expérience en ce qui concerne Milan-San Remo. Je ne connais pas son nombre de participations, mais il n'a certainement pas participé souvent à cette épreuve importante. On l'a souvent vu placé en revanche dans des épreuves du calendrier français. L'année dernière encore, il avait terminé 2e du Tour de l'Oise et de la Picardie. Et puis on l'a vu placé également dans des épreuves de Coupe de France, comme en 2004 lors du Grand Prix de Denain où il avait pris la 4e place. Et un petit peu auparavant sur votre cher Trobroléon, Jackie, où il avait pris la 3e place en 1999. Oui, c'est un coureur qui sera également à l'aise sur les prochaines classiques du Nord, qu'on reverra certainement à l'aise sur les Paris-Roubaix et puis bien sûr sur le Trobroléon. Et on parlait de la victoire de son coéquipier Philippe Gilbert sur les routes du Hedvolk. Il faut quand même rappeler qu'il avait fait cette année sur le Hedvolk 140 km d'échappée avant justement de laisser les favoris se disputer la victoire. Alors on vous a dit quels étaient les objectifs pour l'équipe de la Française des Jeux. On va peut-être faire le point avec l'équipe Cofidis et Francis Van Landersel. Francis, bonjour. Comment se sont passés les 260 premiers kilomètres de course pour votre équipe? Relativement bien, si ce n'est que Koyo a des petits problèmes actuellement au genou, donc il a abandonné au kilomètre 175. Et puis, comme vous avez pu le voir, Sherling, ça fait une très très longue échappée puisqu'ils sont partis à 8 depuis le kilomètre 25 et il vient de se faire rattraper qu'il y a depuis quelques kilomètres où il a été lâché dans le Bertha et donc c'était un peu difficile pour lui parce qu'il n'a pas pu faire Tirreno Adriatico. Il avait des ennuis de santé, donc il a fallu s'abstenir et puis finalement il a quand même fait une très belle course aujourd'hui. Donc maintenant j'en attends surtout de Léo Bertagnoli qui me paraît le plus à même de tenter sa chance, notamment dans les prochaines difficultés qui vont venir et j'espère que Berta est en bonne position actuellement. Oui, parce que c'est ça la difficulté pour vous, directeur sportif. Vous êtes derrière le peloton, les coureurs sont livrés à eux-mêmes et vous savez pertinemment que pour espérer remporter détaché Milan-San Remo, il faut être bien placé avant Cipressa, la Cipressa que les coureurs vont aborder dans quelques kilomètres. C'est très nerveux, je suppose que au sein de votre voiture, vous redoutez surtout les chutes actuellement. Oui, comme tout le monde, effectivement, c'est toujours le risque. Et là, surtout que la fatigue aidant, le kilométrage aidant, il est effectivement possible qu'il y ait des chutes. Bon, j'espère que Léo va pouvoir tenter quelque chose. C'est vrai que face à des très grosses écuries comme Milram avec Petaki ou les Quick Step, ça va être très très difficile. Mais bon, on est là aussi pour tenter des choses et on va essayer. Merci beaucoup Francis Van Landersel. Vous venez d'entendre le directeur sportif de l'équipe Cofidis. On annonce que Unai Echebarria et Kjell Karlström ont été rejoints. Auparavant, on avait vu également Staff Sherling se faire reprendre. Et ce sont tous les autres coureurs de l'échappée apparemment qui se font reprendre par le peloton. C'est tout à fait normal, Jackie Durand, parce que ça roule vraiment très vite. On est vraiment dans les derniers kilomètres avant d'aborder la Cipressa. Et le fait que tout le monde veuille être bien placé aux avant-postes, comme c'est le cas d'ailleurs d'Alexandre Vinokourov, d'Oscar Freire également, d'Oscar Freire que vous apercevez dans les toutes premières positions du peloton, eh bien les échappés n'ont pas résisté au retour de ce peloton. C'est tout à fait logique. Paolo Bettini est là également, vous le reconnaissez pour le maillot de l'équipe Quick Step, évidemment avec son casque doré. C'est le champion olympique, dans la roue d'ailleurs de son coéquipier, le champion du monde Tom Bonnen. Encore quelques kilomètres à peine et nous serons donc au pied de la Cipressa. Le peloton est groupé compatto comme ils disent en Italie. Et avec, vous le voyez, l'équipe Rabobank qui est venue se replacer. L'équipe Lamprey qui occupe les premières positions. Cette équipe Rabobank que l'on n'a pas vu travailler dans la poursuite derrière les échappés. Ce qui a fait grincer quelques dents quand même. Parce qu'on aurait bien souhaité voir aussi les coéquipiers d'Oscar Freire assumer leurs responsabilités dans la poursuite derrière les 8 coureurs de tête qui auront compté jusqu'à 11 minutes à tel
point qu'on a commencé à avoir quelques frayeurs. Et justement, à ce sujet, eh bien, David Ebramati confiait à l'un des suiveurs tout à l'heure qu'il redoutait vraiment que cette échappée aille au bout. Finalement, le peloton a réagi avec surtout deux équipes, l'équipe Milram et l'équipe Quick Step. Assisté également de l'équipe Crédit Agricole. Assisté, vous l'avez dit, de Crédit Agricole, avec notamment l'américain Saul Redzin qui s'est dévoué pour rouler derrière les échappés. Puis finalement, toutes les grosses équipes se sont mêlées à la poursuite par la suite. Sauf bien sûr cette équipe Rabobank qui est restée sur la réserve. Alors on voit l'équipe Lamprey rouler. L'équipe Lamprey, elle a une belle carte à jouer quand même. Elle a vraiment une belle carte à jouer. Bon, certes, Benatti n'est pas présent, malade. Il a dû se résigner à participer à ce Milan-San Remo. Mais ils ont vraiment une belle carte. C'est Alessandro Balan, vainqueur il y a de cela quelques semaines sur ses main routes du côté de l'Eguelia. Et on devrait encore le retrouver parmi les meilleurs aujourd'hui. Vous avez vu comment il s'affrotte ici. Luca Paolini qui a demandé à son équipier de lui faire de la place pour remonter dans les premières positions. C'est Stefano Zanini que l'on a vu. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez. On est au pied maintenant de la Cipressa. Attention, vent de dos, pratiquement toute la montée de cette Cipressa. Ça va monter très vite. On va peut-être battre le record de vitesse de la montée de la Cipressa. Alors vous parliez de Balan. Eh bien, il est emmené par Fornaciari, le doyen, l'un des doyens du peloton italien pour l'équipe Lamprey que l'on a vu aux avant-postes. Et maintenant ce sont les coureurs de la Gerolsteiner, pour peut-être un coureur comme Davide Rebellin qui est toujours là parmi les meilleurs sur Milan-San Remo. Et Bettini que vous apercevez sur la gauche, qui est en train de venir se replacer. Que fait-il encore sur la gauche de la route? Il attend, ça y est, il va tenter quelque chose. C'est peut-être un petit peu tôt tout de même pour Paolo Bettini. À part que apparemment le coureur de l'équipe Liquigas a eu un petit problème. On l'a vu rétrograder de façon assez brutale. Ici, c'est Peter Vrolich de l'équipe Gerolsteiner, rejoint et débordé maintenant par Garzelli. Non, qui est loué? Peut-être bien Garzelli avec le bandana. Oui, c'est lui. Garzelli qui est en train de contrer, de lâcher tout le monde. Est-ce qu'on va réagir derrière? Pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup. Beaucoup de coureurs ont dit qu'ils allaient attaquer dans cette Cipressa. Pour l'instant, il n'y a que deux coureurs qui tentent quelque chose. Et Fimkin qui est en train de revenir sur ce duo de tête. On fait rapidement le point avec l'équipe de la Française des Jeux. Thierry Bricot, est-ce que vous pouvez nous dire si vos coureurs ont abordé bien placé cette Cipressa? Thierry Bricot, je rappelle que vous êtes le directeur sportif de la Française des Jeux. A priori, oui, Philippe Gilbert a abordé bien placé. Maintenant, on est comme vous, on est assez loin, on va pas tout ce qui se passe. Dernière nouvelle, ça se passe plutôt bien, oui. Vous faites toute la course pour Philippe Gilbert, c'est bien ça aujourd'hui? Toute la course, on sait que Philippe en ce moment marche très bien. C'est un coureur qui est plutôt explosif. Avec le final qu'on a aujourd'hui, ça roule très vite toute la journée. Donc logiquement, c'est vrai que si un petit gros bascule en haut de la Cipressa, il devrait être là, oui. Est-ce que Bradley Magui vous a donné des signes rassurants? Je sais qu'il est au départ de ce Milan-San Remo alors qu'il avait abandonné, on s'en souvient, dans Paris-Nice. Oui, mais Brad est toujours là et bien là, et en bon capitaine de route. Donc pour l'instant, je vous dis, on n'en sait pas plus, on fera le point en haut de la Cipressa, mais je pense qu'il va manquer beaucoup de coureurs au sommet. Merci beaucoup Thierry Bricot. Voilà, vous venez d'entendre le directeur sportif de la Française des Jeux, alors que Garzelli poursuit son effort. Stefano Garzelli qui avait fait une place, je crois que c'était lors de la première étape de Tirreno Adriatico. Il avait pris la 6e place à Tivoli, cette étape remportée par Paolo Bettini. Une arrivée en montée, en légère montée. Bettini qui est toujours présent dans les avant-postes du peloton. Schleck maintenant aux avant-postes, mais on ne bouge pas, on attend. Bertagnoli qui est à ses côtés. Oui. Mais pour l'instant, vous voyez, un peloton encore bien groupé. Alors, Thierry Bricot nous disait, il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde. En tout cas, le peloton va peut-être perdre des unités. Ce ne sera pas le cas si on continue à rouler comme ça. Non, et puis il faut savoir qu'entre la descente, après la descente de la Cipressa, il y a de même pas loin de 10 km pour aller jusqu'au Poggio. Donc ce sera dur pour 2 ou 3 coureurs seulement. Garzelli a bien tenté quelque chose. Il aurait été intéressant de voir des coureurs contrer, mais pour l'instant, personne ne veut prendre vraiment les choses en main. On attend peut-être plus tard dans la Cipressa pour attaquer. Attend peut-être l'attaque de Bettini qui est là bien placé parmi les 5 premiers. À mon avis, si Paolo Bettini se décide de bouger dans cette Cipressa, eh bien, il y a d'autres coureurs qui viendront lui porter main forte. En attaquant seul, celui qu'on surnomme Il Cobra se condamne d'une certaine façon, parce que tout seul dans la Cipressa, avec un vent de dos, avantage évidemment au peloton. Frank Schleck a pris la tête de ce peloton, avec toujours, je pense, Peter Vrolich, à moins que ce soit Marcus Berg,
qui opère maintenant la jonction. C'est Sberg ça, non? Et qui, non, c'est pas lui. Non. Et qui déborde donc Moleta peut-être. le coureur de l'équipe Gerolsteiner qui est en train de contrer maintenant. Il s'agit bien d'Andrea Moleta. Moi j'aime bien Jackie parce que de temps en temps il me dit celui-là je le connais pas. Mais il le connaît pas mais il le reconnaît quand même, c'est le principal. Hein, c'est pratique. Non, je l'ai aperçu déjà sur les routes de Tirreno, il était déjà en bonne condition. Schleck bien placé, Bertagnoli qui est également bien placé. Mais Bertagnoli ne bouge pas. Bon, c'est un peu surprenant pour le leader de la Cofidis. Hein. Je pense qu'il aura des difficultés tout de même à sortir tout le monde dans le Poggio. C'est peut-être le moment de tenter quelque chose. Je pense qu'il court un petit peu en fonction de Paolo Bettini. Tout le monde court en fonction de Paolo Bettini. Mais l'information pour l'instant, c'est où sont nos deux sprinteurs, nos deux grands favoris de l'épreuve, bien sûr Tom Bonnen et Alessandro Petacchi. Il faut savoir que Bonnen il est là, ça c'est sûr. Petacchi il est peut-être pas un peu moins bien placé, mais Bonnen a abordé très bien placé. Chypressa et pour l'instant il se maintient dans de bonnes positions. Ouais, il doit rester là parmi les 20 premiers, de prendre le moins de vent possible. Il est là, Tom Bonnen, bien placé. 3-4 longueurs derrière l'autre leader de la Quick-Step, Paolo Bettini, que l'on voit. On voit beaucoup de coureurs de la Gerolsteiner avec Davide Rebellin. Il y a également Goussev qui est là pour la Discovery Channel. Morenaut qui est pour là l'instant également. ça monte au train, hein, mais voilà, pas de grosse attaque. David Rebellin ne bouge pas évidemment puisqu'il a Moleta à l'avant. Bettini est impatient, mais en tout cas bonne nouvelle pour Paolo Bettini, il a bel et bien retrouvé des jambes. Ah, ça s'active un petit peu maintenant. Kurt-Halle Arvesen qui va être contrôlé par un coureur de la formation Quick-Step. Pozzato. Alors que Moleta a été repris par le peloton. Pozzato, l'ancien vainqueur de Tirreno, qui est brillant également hein, cette année sur les routes de Tirreno Adriatico. Il a participé au sprint. Et regardez, hein, Pozzato ne fait pas l'effort, c'est-à-dire qu'il fait le travail pour ses deux leaders. Aujourd'hui, il aurait été leader dans bon nombre d'équipes. Et bien là, il fait le travail pour ses deux leaders, Bonnen et Paolo Bettini. Il est là simplement pour contrôler cette montée de la Cipressa. Filippo Pozzato qui a également terminé 5e cette saison du Headvolk. Il a contré donc une attaque de Mazzanti. Bon, cette équipe Panaria qui avait tout à l'heure deux coureurs dans l'échappée matinale. Et on risque de retrouver encore quelques sprinteurs dans le final. Ils ont Richezze, ils ont Grillo. Et Mazzanti fait également partie des favoris de cette équipe. On guette quand même les coureurs des deux équipes qui se livrent un duel aujourd'hui sur Milan-San Remo dans les mauvaises positions, s'il y en avait. L'équipe Quick-Step et l'équipe Milram. Tom Bonnen, on vous le disait, lui, il est très bien placé actuellement, le champion du monde, vous voyez, dans la route son équipier Pozzato. En revanche, derrière, pour l'équipe Milram, on a aperçu Martin Denbacker qui était en queue de groupe. Regardez. Ça se passe bien, Bettini dans la route. Bien calé dans la rue. On a vu Oscar Freire également là. Igor Astarloa, l'ancien champion du monde, est également bien placé. Mais là, qui peut attaquer hein. Là, il y a vent de dos jusqu'en haut de la Cipressa. À partir du moment où un coureur comme Pozzato fait un gros travail, il va être très difficile à d'autres coureurs maintenant de sortir. Hein. Quand on voit 3 coureurs Quick-Step aux 3 premières places de ce peloton, et il va être difficile de tenter quelque chose, du moins en solitaire. Petacchi également bien placé, Petacchi qui est là parmi les 10 meilleurs, bien calé dans la roue d'Oscar Freire. Regardez, peloton encore compact. Et voilà, on se regarde, beaucoup de coureurs ont annoncé la couleur, on va attaquer dans la Cipressa. Et puis on s'aperçoit qu'avec le tempo de la Quick-Step, il va être difficile de tenter quelque chose. Du côté des îles Baléares qu'on remonte, n'oublions pas qu'il y a Alejandro Valverde parmi ce peloton. C'était un petit peu le point d'interrogation, mais attention à lui. Bon, des coureurs en difficulté un petit peu à l'arrière, mais ça c'est normal. On a cru voir Thomas Vauclair. Oh là, Alessandro Vinokourov lâché, oui, lâché dans la Cipressa. Non, le voici Thomas Vauclair. Thomas Vauclair un petit peu à l'arrière. On a vu Jörg Jaksch également en mauvaise posture. Vous l'apercevez sur la gauche de l'écran, dans la roue de Thomas Vauclair. Quand on voit les images de la tête du peloton, on se dit voilà, ça monte au train tranquille, mais quand on voit la moto 2 qui est à l'arrière de ce groupe, on s'aperçoit que ça monte relativement vite tout de même. C'est quand même une surprise de voir Vinokourov se faire distancer. Alors qu'un coureur comme Alessandro Petacchi est là parmi les 10 meilleurs. Donc je crois qu'il lui manque un petit peu de compétition tout de même pour le Kazakh, le champion du Kazakhstan. Pas de problème pour Bettini. Et toujours Pozzato qui fait le travail.
avec Tom Bonnen bien calé et Paolo Bettini. Alors que va-t-il se passer? On va certainement avoir une attaque de Paolo Bettini, mais il faudra attendre le Poggio maintenant. Bettini avait déjà dans le passé attaqué entre la Cipressa, dans la descente de la Cipressa. Je ne sais pas si on le laissera faire, mais la transition Cipressa-Poggio va être intéressante cette année parce que les audacieux, vous me le disiez tout à l'heure, lorsque nous avons repéré le parcours, ne seront pas gênés par le vent. Le vent est favorable et donc peut inciter des coureurs à partir sur cette fin de parcours. Dans l'ascension, quand un coureur fait le tempo, comme c'est le cas de Pozzato, c'est peut-être difficile. En revanche, lorsqu'il va s'écarter, eh bien d'autres en profiteront peut-être. Voilà, et, il y a deux équipes qui veulent peut-être que cela arrive groupé au pied de la Cipressa. Bon, Paolo Bettini, que fait-il? Fait-il le travail pour Tom Bonnen? Il passe en tête en tout cas. Alors là, c'est peut-être l'information. Hein. Paolo Bettini est en train de rouler en tête de peloton. À mon avis, c'est qu'on joue la carte Tom Bonnen aujourd'hui. Et Paolo Bettini ne va pas jouer sa carte. Il ne semble peut-être pas en grande condition. Il se dit qu'il n'est peut-être pas capable de lâcher tout le monde dans les ascensions. Il fait donc le travail pour le champion du monde. Et regardez, avec l'équipe Milram, Sacchi. C'est Fabio Sacchi, oui, le coéquipier d'Alessandro Petacchi, qui vient lui aussi se replacer. On a vraiment un beau duel entre ces deux formations et surtout entre ces deux champions. Le vainqueur sortant, Alessandro Petacchi, et bien sûr le champion du monde, Tom Bonnen. Tom Bonnen qui a reconnu, dit-il, plus de 10 fois le parcours de Milan-San Remo cette année. Il s'est tellement reproché son sprint de l'an passé qu'il n'a pas voulu rééditer les mêmes erreurs, qu'il ne veut absolument pas rééditer les mêmes erreurs que l'année dernière. Alors maintenant on va attaquer la descente. C'est vrai qu'il est important d'être bien placé dans cette descente et surtout de bien la connaître. Bon, bien sûr la descente du Poggio est encore plus importante, mais cette descente de Cipressa est un petit peu sinueuse et un petit peu technique. Il y a un ou deux virages qu'il faut bien connaître pour ne pas aller à la chute. Mais pour l'instant peloton groupé, ils étaient une bonne centaine hein, carrément en haut de la Cipressa. Une centaine de coureurs pour la victoire. Matteo Carrara tente de faire la descente, pas vraiment, puisque Bettini contrôle cette accélération du coureur de la formation Lampre. C'est parti pour 3 km de descente dans la Cipressa. Ensuite, il y aura cette transition entre Cipressa et le pied du Poggio, moins de 10 km. Et nous serons dans ce qui était considéré au cours des années 90 comme l'épouvantail de Milan-San Remo, mais où plus personne, si ce n'est Bettini il y a 2 ans, eh bien, n'a été capable de lâcher ses adversaires. Là, le Poggio, dernière difficulté donc de Milan-San Remo. Et ce n'est plus facile de lâcher ses adversaires, comme c'était le cas auparavant, et d'éviter un sprint massif. Alors on va voir si Bettini tente quelque chose justement dans cette transition entre la Cipressa et le Poggio. On va redescendre sur la Riviera, sur le bord de mer, avant de rejoindre donc eh bien le pied du Poggio. Ensuite, lorsque les coureurs atteignent le sommet du Poggio, eh bien il faut basculer évidemment très bien placé car il ne reste plus que 6 km avant de disputer l'arrivée. Bon, Paolo Bettini ne semble pas faire vraiment la descente tombeau ouvert. On aurait pu penser qu'il tente peut-être une attaque pour essayer de créer un groupe dans cette descente. Mais tout le peloton le suit. Donc l'indication, je pense, c'est qu'il va travailler pour Tom Bonnen qui m'a l'air vraiment... Attendons peut-être le Poggio pour voir si Bettini ne tente pas quelque chose dans le Poggio. À partir du moment où on l'a vu passer en tête tout de même à 500 mètres du sommet de cette ascension de la Cipressa, c'était un petit peu surprenant. On a vu Kasheshkin de l'équipe Liberty Seguros qui est dans ce groupe des meilleurs, hein, où figure Bettini, où figure le champion du monde Tom Bonnen, où figure Alessandro Petacchi. Ces coureurs qui sont là, combien? Peut-être une trentaine de coureurs, grand maximum, à avoir basculé ensemble. Mais ça va se regrouper dans la descente. Oui, non, il y a un gros peloton. Bon, maintenant, il va falloir recenser les équipiers, notamment de la Milram et de la Quick Step. Bon, il faut savoir qu'il y a au moins 2 ou 3 coureurs de ces deux équipes qui ont fait un gros travail depuis le départ ce matin. Des coureurs comme Cortinovis notamment ont roulé, des coureurs comme Potschke également ont roulé. Donc il va manquer des équipiers du côté de la Milram et il va manquer des équipiers du côté de la Quick Step. Des coureurs comme Brad Mati ont également fait un gros travail toute la journée. Donc on ne peut plus compter sur ces équipiers. Donc il est plus difficile bien sûr de contrôler la course à partir du moment où on n'a plus que 3 ou 4 équipiers. Alessandro Petacchi maintenant à l'image, bien placé. Pas de problème sur le passage de la Cipressa. Voilà, maintenant on se retrouve sur le bord de mer avec Paolo Bettini qui continue à rouler.
Oui, vous avez probablement raison, hein, Jackie. Paolo Bettini se sacrifie corps et âme. Il n'a pas l'attitude d'un coureur qui va tenter quelque chose entre les deux montées. Il n'y aura pas cette rivalité, évoquée par la presse italienne depuis plus d'une semaine entre Bettini et Tom Bonnen. Non, je crois que c'est faire preuve d'un très grand champion à partir du moment où il s'est senti un petit peu en difficulté. Eh bien, il fait le travail pour son leader Tom Bonnen. Mais bon, il lui faudra encore battre Alessandro Petacchi. Hein. Cette année, n'oublions pas que Tom Bonnen n'a battu qu'à une reprise Alessandro Petacchi, qui sur la vitesse pure est peut-être l'Italien est tout de même un petit peu plus rapide, semble-t-il. Alors attention, on a vu Cosmo Renault qui a accéléré au bas de la descente et un petit groupe est en train de se détacher. Avec Pozzato, peut-être. Ça c'est bien joué hein, du côté de la Quick Step. Oui, parce qu'il place un homme devant pour leur éviter d'avoir à courir derrière ses échappés. En revanche, aucun coureur de l'équipe Milram ne s'est glissé dans ce groupe. Bon, il y a Frank Schleck qui est également là et qui prend maintenant un relais très appuyé, tellement appuyé d'ailleurs que personne ne veut y aller, on ne veut pas rouler. Évidemment, le coureur de la Quick Step ne va pas rouler, bien sûr. Il a dans son effectif, il va dire j'ai deux leaders moi derrière, excusez-moi, j'ai Bonnen et j'ai Bettini, donc ce n'est pas à moi de faire le travail. Si vous voulez gagner le Sanremo, bien allez-y, tentez quelque chose. Moi je reste là, vigilant. Alors il y a un coureur de l'équipe de la Caisse d'épargne. Eh bien il s'agit tout simplement de Vicente Reines qui avait, rappelez-vous, remporté l'an passé une étape sur Paris-Nice. On a donc 4 coureurs pour l'instant devant. Ce doit être Trenti, ce ne doit pas être Pozzato qui est aux avant-postes. C'est peut-être l'Italien Guido Trenti, l'Américain, il est américain, Guido Trenti. Alors derrière, qui roule évidemment, eh bien ce sont les coureurs de l'équipe Milram avec Fabio Sacchi qui est un petit peu esselé quand même devant. Il faut attendre que les équipiers, les autres, reviennent devant. On a vu Martin Denbacker qui n'était pas bien du tout. Il doit être d'ailleurs dans ce groupe attardé à 10 km de l'arrivée. Je ne sais pas où se situent Christian Kness et Enrico Pochke qui a déjà fait sa part de travail. On a vu Chavanel dans le deuxième groupe avec Flickinger, semble-t-il, également le coureur de la Bouygues Télécom. Mais ils sont dans un deuxième peloton. Une cassure s'est créée dans la descente de la Cipressa. On va avoir certainement un regroupement général dans quelques instants. Mais un premier peloton d'une quarantaine d'hommes avec certainement Philippe Gilbert. On a vu 2-3 coureurs même de la Française des Jeux. Oscar Ferré est également bien placé. Du côté de la David Amon, c'est le point d'interrogation en ce qui concerne Robbie McEwen, qui a pris le départ avec une côte cassée. Et d'ailleurs, après avoir bien figuré sur Tirreno Adriatico, eh bien, il se plaignait régulièrement des côtes. Il a fait une radio et en fait, cette fracture située aux côtes remonterait à sa participation à une chute donc intervenue lors de sa participation aux 3 jours de la Flandre occidentale. Bon, c'est pas une fracture trop grave parce qu'il est évident que si c'était une fracture franche, il n'aurait pas pu prendre le départ de cette épreuve. Mais c'est bien joué hein, du côté de la Quick Step, même si cet échappé ne va pas à son terme. Si imaginons qu'ils arrivent avec une vingtaine de secondes au pied du Poggio, eh bien Trenti sera d'un renfort considérable pour Tom Bonnen. Il pourra faire du travail. En plus, il ne se sera pas livré dans cette portion intermédiaire. Donc c'est vraiment très très bien joué. Le poids de la course maintenant, et bien sûr sur les épaules bien sûr de l'équipe Milram, qui se doit de faire du gros travail pour Zabel et Petacchi, même si je pense que le leader emblématique de cette équipe reste Alessandro Petacchi, qui aura bien sûr un équipier de choix avec l'Allemand Eric Zabel. Alors on est à 15 km de l'arrivée, mais surtout on approche évidemment de l'ascension vers le Poggio. On est quoi, 4-5 km maintenant. 4 km de ce pied du Poggio. Bon, auparavant on signale toujours sur le parcours de Milan-San Remo le Capo Verde, mais le Capo Verde c'est pas un vrai capot, hein. C'est pas une vraie colline, non, c'est bien moins que ça. C'est un léger faux plat, enfin un faux plat avant d'aborder bien sûr la montée du Poggio. Alors parmi les coureurs qui tentent de sortir, en voici un autre. Il appartient à l'une des équipes invitées, l'équipe Naturino Sapore di Mare, et c'est Leonardo Giordani qui est sorti de ce peloton. L'équipe Naturino qui a été très très active également sur les routes de Tirreno Adriatico, et ils ont dans leur effectif des coureurs capables, pourquoi pas, de s'imposer, hein. On pense au coureur qui a terminé 5e des derniers championnats du monde, le Brésilien Murolio Fischer, qu'on verra peut-être dans une équipe française ces prochaines années. Ça c'est une petite info, mais je vous en dirai pas plus. Et voilà, donc maintenant il y a 2 équipes qui vont faire le travail, peut-être également l'équipe Lamprey, hein, pour Alessandro Balan.
Ah voilà, lui pas content, il a raison, parce que la moto est en train d'amener toute l'équipe Milram pour ramener Petacchi un petit peu aux avant-postes. Il a complètement raison, ce coureur des îles Baléares. Oui, parce qu'il a devant l'un de ses coéquipiers, c'est Vicente Reines. Voilà, si on peut regagner quelques secondes pour Alessandro Petacchi, ça peut aider. Le regroupement entre les deux groupes, semble-t-il, maintenant, ils sont, on va dire, 80 coureurs maintenant pour aborder cette montée du Poggio. On va dire, voilà, c'est un final un petit peu traditionnel. Attention, hein, beaucoup de vent sur la montée du Poggio. Un vent de face au départ. On risque d'avoir un début de Poggio où les coureurs vont se marquer. Il y a un fort vent de face. Mais après les deux premiers kilomètres, bien après on tournera sur la gauche et jusqu'au sommet du Poggio, nous aurons plutôt un vent d'eau, 3/4 d'eau, avec peut-être des petites bordures qui peuvent se créer. Attention. Donc il faudra vraiment être présent parmi les 10 ou 15 premiers pour prétendre à la victoire. Voilà, l'équipe Lamprey qui fait le gros du travail maintenant. Bon, ils ont Napolitano également en sprinter, mais je vois mal comment Napolitano peut passer le Poggio sans difficulté parmi les 20 premiers. Et puis ils ont Damiano Cunego. Et ils ont Cunego, c'est vrai, pardon, j'avais oublié. Damiano Cunego qui a fait récemment le Tour de Murcia et que l'on retrouve donc sur la Primavera, même si on le sait, hein, Cunego a d'autres objectifs un petit peu plus lointains dans la saison. On voit deux coureurs de chez Bouygues Télécom également bien placés. Peut-être Gélin hein, qui nous a dit ce matin qu'il avait fait Tirreno un petit peu entre guillemets en dedans et qu'il se réserve vraiment pour cette Primavera. Donc espérons qu'Anthony Gélin puisse rivaliser avec les meilleurs. Et bon, quand on connaît sa pointe de vitesse, on se dit pourquoi pas. Voilà, lui, il insulte toujours le caméraman. Mais oui, il a raison. Non, mais il a raison, il a complètement raison. La moto... Et on peut pas reprocher aux coureurs de Milram de venir se mettre dans le porte-bagages de la moto. Non, hein. non, non, c'est pas eux de ralentir. Et Marco Velo qui fait le tempo. Voilà, ça c'est une indication. Velo et Sacchi qui font le travail maintenant. Bien, ce sont deux équipiers qui ne seront plus là après le Poggio. Ce sont en général les deux derniers coureurs qui lancent le sprint pour Zabel et Petacchi. Donc il faudra que Petacchi et Zabel se débrouillent complètement tout seuls dans le final. Ils ne seront plus que deux, hein, puisque tous les autres équipiers ont certainement disparu avec la Cipressa. Il ne reste plus que Velo et Sacchi qui font un gros travail maintenant. Donc Zabel et Petacchi devront se débrouiller dans la dernière ligne droite. On est à moins de 3 km du pied du Poggio. Nous avons 4 hommes en tête avec ici Vicente Reines de l'équipe Caisse d'Épargne. Juste derrière lui, le champion du Luxembourg, Frank Schleck. Le coureur de l'équipe Phonak, il s'agit de Guido Trenti. Et enfin, eh bien, le néerlandais de... Oui, pardon. Non, Trenti, c'est le coureur de la Quick Step. Trenti, coureur de la Quick Step, et Moreno, coureur de l'équipe Phonak. C'est ça? Oui, tout à fait. J'ai fait une confusion, une inversion. Mais bon, vous avez les 4 dans... Les 4 dans le désordre. Oui, c'est bon. J'ai pas les bonnes casaques. Alors, derrière, on s'observe un petit peu à ce moment-là, dans le peloton peut-être. Ouais, on a vu tout à l'heure. Les Milram ont disparu. Bah hein. oui, les Milram se sont relevés. Eh oui, oui. Alors maintenant, c'est l'équipe Gerolsteiner avec l'équipe Lamprey qui va faire le travail. Mais là, c'est un peu surprenant de voir disparaître Velo et Sacchi. David Kopp pour l'équipe Gerolsteiner, que vous avez beaucoup vu sur Tirreno Adriatico. C'est certainement un choix de la part d'Alessandro Petacchi. Hein. S'ils se sont relevés, ce ne sont pas que ces deux coureurs ont décidé de leur plein gré de se relever. C'est certainement qu'ils ont reçu un ordre, soit de leur directeur sportif via les oreillettes, soit de leur leader Alessandro Petacchi qui leur dit non, non, attendez, laissez faire un petit peu les autres. Moi, j'ai peut-être besoin de vous également dans le final. Alors regardez la distance entre hein. le peloton et les hommes de tête. Un bel écart tout de même. Hein. Rappelons que le Poggio n'est pas insurmontable, hein, c'est beaucoup moins dur que la Cipressa. Certes, il y a un pied du Poggio très vanté, il va être difficile de préserver un avantage substantiel, mais attention, ne laissons pas prendre 40 secondes par exemple à ces 4 coureurs. Bah, du côté de la Quick Step, on joue sur du velours. Hein. Guido Trenti, un coureur qui va vite et en plus qui ne fait pas le travail aux avant-postes. Donc en cas d'arrivée, vraiment, si on arrivait ces 4 coureurs au sprint, eh bien Guido Trenti aurait les fortes chances de s'imposer. Donc on ne bouge pas du côté de la Quick Step. Ce qui est plus surprenant par contre, c'est ça, c'est qu'on ne bouge pas du côté de la Milram. Allez, on est dans le dernier kilomètre qui précède l'ascension du Poggio. Frédéric Guédon. Voilà, on prend l'image, sortie du peloton. Oui, je pensais qu'il allait rouler en tête de peloton parce qu'il va être difficile tout de même pour l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix de rentrer sur les 4 hommes de tête. Mais bon, il veut peut-être un peu responsabiliser les autres coureurs. C'est maintenant l'équipe Rabobank qui vient aux avant-postes. Bon, maintenant, on va pas dire qu'on vient rouler derrière les échappés, mais on vient rouler pour bien placer son leader au pied du Poggio aussi.
Voilà, on arrive au pied du Poggio maintenant. Oui, on quitte la route sur le bord de mer et l'on entame l'ascension du Poggio. C'est parti, c'est pas long hein, l'ascension du Poggio, ça va très vite. Il y en a pour quoi 3 km à peu près, 3 km 500. Et on voit que c'est l'équipe Rabobank qui réapparaît dans les premières positions. Cette équipe Rabobank qui n'a pas Michael Bogert. C'est Eric Decker. C'est Eric Decker qui fait le gros du travail avec Oscar Freire bien placé. Mais regardez qui est là bien placé parmi les 5 premiers. C'est le champion du monde Tom Bonnen bien présent. Il ne s'affole pas, il reste là parmi les 5 meilleurs. Alors, les coureurs vont retrouver un tout petit peu plus haut un vent de face car le Poggio est une montée enlacée. Et quand ils l'abordent avec le vent de dos, très bien. Mais ça va être beaucoup plus difficile pour les échapper lorsqu'ils vont virer là-bas sur la droite et se retrouver donc avec un vent défavorable. Mais gros travail de l'ex-champion de Hollande, Eric Decker. Et surtout vainqueur de la Coupe du Monde. 13 secondes seulement à boucher pour les coureurs du peloton. Ce n'est pas grand-chose. Il ne faudrait pas qu'il y ait 13 secondes en haut du Poggio. Hein, non, mais là ils vont perdre beaucoup de temps. Hein, parce que Eric Decker se sacrifie alors que ces 4 coureurs roulent de concert, mais en garde tout de même pour le sommet de ce Poggio, alors que Eric Decker, bien lui, se livre à fond. Il va certainement s'écarter dans quelques instants. Il va peut-être faire 1 km, 1,5 km aux avant-postes et ensuite il laissera la place à ses leaders. On ne sait pas où est son homonyme Thomas Decker, le nouveau vainqueur de Tirreno Adriatico, qui a fait vraiment forte impression sur les routes italiennes. Mais Oscar Freire, qui était vraiment en forme ascendante tout au long de ces derniers jours. Bettini toujours bien placé. Fabio Sacchi, non ce n'est pas Petacchi, hein, là c'est Fabio Sacchi, Torushov. Et puis on a vu Philippe Gilbert à ses côtés, ouais, vous voyez. Les deux hommes qui restent côte à côte dans cette ascension. Il y a du beau monde. Ils sont là. Sanchez également, le cours de Euskaltel bien placé. Schleck en remet une petite couche. Oui, mais on est en train de rentrer, j'ai l'impression. Oui, on est en train de rentrer. Donc Schleck, c'est dit. Ah non, pardon, j'ai dit une bêtise. C'est Schleck qui part. Oui, il part tout seul. Ouais. Il lâche ses compagnons d'échappée. Voilà, il est dans l'une des dernières portions vent de face. Après, on va voir une courbe sur la gauche. On va faire pratiquement demi-tour. Et là, on va prendre vent de dos. Voilà, là maintenant, il fait demi-tour. Demi-tour entre guillemets, voilà, il arrive même trop vite dans le virage, il est pratiquement obligé de freiner. Et là, il va pratiquement prendre vent de dos et 3/4 d'eau jusqu'au sommet de ce Poggio. Mais bon, c'est Trenti qui a mal joué. Hein. C'était à lui d'aller chercher, Frank Schleck. Oui, parce que Cosmo Reynaud venait de prendre son relais, enfin avait pris un long relais avant de le céder donc à Frank Schleck, qui a accéléré, qui est sorti, qui est parti maintenant dans cette ascension. C'est bien joué de la part de Frank Schleck parce que lorsque le peloton va revenir sur les hommes de tête, enfin ceux qui sont intercalés maintenant, il peut y avoir un moment de temporisation. Et puis Schleck, il fait quand même une très bonne impression. Frank Schleck, n'oublions pas que c'est un grand coureur d'avenir que l'on considère déjà comme un espoir certain parce que depuis 2 ans, il se fait remarquer sous ce maillot de l'équipe CSC. C'est le fils de l'ancien champion, l'ancien coureur professionnel, l'ancien équipier qui portait le maillot BIC dans les années 70. Ce n'est pas le champion de France, hein, c'est le champion du Luxembourg. Hein. Oui. C'est maillot bleu, blanc, rouge, mais... Pas dans le même sens. Tout à fait. Bon, on n'a pas des nouvelles de Trenti. Peut-être va-t-il attendre le peloton pour faire du travail. Mais pour l'instant, ce sont les coureurs de l'équipe Rabobank qui font le plus gros du travail. Et vous avez remarqué, Torushov ne quitte plus la roue du champion du monde, Tom Bonnen. Torushov qui avait pris la 3e place l'an passé de Milan-San Remo. Ah, on s'achemine tout de même vers une arrivée au sprint, hein, si ça continue comme ça. Astarloa bien placé, Sanchez, Bettini, Gilbert. Oh là, les coureurs de l'équipe Lamprey sont nombreux. Il y a Balan, il y a Cunego. Il y a Starloa qui est là. Oui, tout à fait. Dans la roue de Bonnen maintenant, qui a pris en fait la place de Torushov. Bertagnoli également parmi les 10 meilleurs. Mais pour Bertagnoli, il se doit d'attaquer maintenant, parce qu'en cas d'arrivée au sprint, Bertagnoli n'a strictement aucune chance de s'imposer pratiquement. Alors est-ce qu'il n'est pas à fond? C'est la question que l'on peut se poser. Aura-t-il les moyens de peser sur la course? On va le savoir dans quelques instants. Parce que l'on va arriver en ce qui concerne l'homme de tête, eh bien à l'endroit où habituellement, dans les années 90, rappelez-vous, mais bien auparavant aussi, Eddy Merckx plantait là ses démarrages foudroyants, eh bien l'on voyait un certain nombre de coureurs construire leur succès dans Milan-San Remo. Il arrive dans ce passage crucial, Frank Schleck. Et derrière, va-t-on bouger? C'est fort possible. Hein. Oui, et ben voilà. Balan qui va y aller. Oui, c'est bien ça. Balan qui vient de se dresser sur ses pédales pour tenter de sortir. C'est lui qui porte la première banderille au sein du peloton. Balan avec qui derrière? Eh bien, il a un inévitable équipier de Tom Bonnen. C'est Pozzato qui fait tout de suite le travail. Et du coup, Schleck risque de perdre beaucoup de terrain.
Derrière, que se passe-t-il? Astarloa maintenant. Bertagnoli s'est écarté, il ne peut pas y aller. Astarloa, Sanchez maintenant bien calé dans sa roue. Astarloa fait vraiment forte impression dans cette ascension. Ah oui, c'est clair. Sanchez ne peut pas le suivre. Schleck est déjà débordé. Il est débordé, Frank Schleck. Il ne reste plus que Balane et Pozzato. Et maintenant, Astarloa qui va certainement revenir. C'est pas étonnant. Hein. On retrouve les hommes en forme de Tirreno Adriatico pour l'instant aux avant-postes. Oui, mais ça c'est... En général, c'est toujours la même chose, hein, même si Tom Boonen a préféré aller sur les routes de Paris-Nice. En général, parmi les 10 meilleurs de Milan-San Remo, on trouve la quasi-totalité des coureurs qui étaient présents sur les routes de Tirreno Adriatico. Alessandro Balane qui fait le plus gros du travail maintenant. Il est certain que Pozzato ne fera pas le travail. Hein. Il a derrière lui, il y a Tom Boonen. Comment réagit le peloton et comment réagissent surtout les coureurs Rabobank qui ont mené tout le pied de cette ascension? Un bel écart maintenant. Peloton relativement groupé. Un coureur de peut-être Nocentini peut-être. Maintenant le coureur de la Aqua Sapone. Oui, c'est Nocentini qui revient maintenant. Qui a tenté, qui a vu que derrière on se marquait. Astarloa n'est toujours pas rentré, mais ça y est, on est en haut. On est en haut, il va être revenu dans la roue de Balane et de Pozzato, Astarloa. Nous n'aurons peut-être pas une arrivée massive aujourd'hui, attendons. Attention, Astarloa est un coureur rapide au sprint dans ce petit Balane également, Pozzato également. Ces trois coureurs vont relativement vite. Et derrière, regardez. Nocentini, Schleck, Sanchez. Oui, mais Schleck, il a pu accrocher les roues. Il n'a pas perdu espoir de bien figurer dans ce peloton. Le peloton est loin, trop loin semble-t-il. Et c'est Philippe Gilbert qui fait l'effort apparemment. Il vient de virer en tête à la cabine téléphonique. Tom Boonen est passé en 4e position. Dans la roue, il me semble, de Petacchi, oui. Et oui, maintenant le poids de la course est encore sur l'équipe Milram et l'équipe Rabobank, qui n'ont pas de coureurs parmi les 6 coureurs qui viennent de s'extirper de ce peloton. Un coureur vient de chuter maintenant. Il repart. Quant à Boonen, eh bien c'est la course parfaite. Il est bien placé au sommet du podio et il met la pression bien sûr sur les adversaires de son équipier Pozzato et de lui-même. Oui, et puis quand on va arriver en bas, bien Pozzato dans les 2 derniers kilomètres plats, il ne roulera pas. Donc c'est peut-être le jour de gloire pour Pozzato, semble-t-il. Mais bon, quelle va être la réaction de Balane et d'Astarloa si Pozzato ne roule pas, hein, soit en cours pour faire placer sur Milan-San Remo, soit en cours pour gagner, et on ne roulera pas avec lui. En ce qui concerne Astarloa, de toute façon, il n'a pas d'autre coureur qui peut rivaliser en cas d'arrivée au sprint. Donc il ne se pose pas de questions, il roule. Ils ne sont pas si nombreux que cela à avoir basculé au sommet du podio. Peut-être 25 coureurs ensemble dans ce premier peloton à la poursuite des hommes de tête emmenés par Balane, où figurait également Astarloa, où figurait également Schleck, où figurait également Sanchez. Ces hommes donc qui vont tenter de rester aux avant-postes et d'éviter le regroupement général pour se disputer la victoire dans Milan-San Remo, ce qui serait évidemment assez exceptionnel. 6 km après le sommet, eh bien 6 km encore restent à couvrir. Ils rentrent maintenant, ils sont maintenant en 6 à l'avant, à 4 km de l'arrivée, regroupement à l'avant. Nocentini également brillant sur les routes de Tirreno Adriatico. Mais il manque Sanchez. Où est Sanchez? Espérons qu'il n'y lui est pas arrivé d'incident. Bon, c'est certainement le coureur le moins rapide parmi ces hommes. Il avait fait une belle montée, le voici qui arrive maintenant. Le voilà Sanchez qui va faire la jonction. Bon, c'est un coureur qui connaît peut-être pas forcément la descente. Tous ces coureurs qui sont à l'avant mais connaissent forcément très bien la descente. Des coureurs comme Pozzato ont fait la reconnaissance aux côtés de Tom Boonen. Et Balane, n'en parlons pas, c'est un Italien qui connaît très bien cette descente. Donc il est important de connaître cette descente. Et Sanchez, eh bien, c'est un petit peu un handicap. Il se doit de s'accrocher. Lui, il a rien à perdre dans ce Milan-San Remo. Et c'est maintenant Sacchi qui fait toujours le travail. Où est Zabel pour faire le travail pour Petacchi? On ne sait pas. On n'a pas de nouvelles de l'Allemand. On a vu Petacchi bien placé, mais on n'a pas vu l'Allemand Eric Zabel. Allez, je vous rappelle la composition. Frank Schleck qui fait des acrobaties un petit peu, mais pas de panique, tout va bien. Je vous rappelle, à 4 km de l'arrivée, la composition du groupe de tête. Alessandro Balane pour l'équipe Lampre, Frank Schleck pour l'équipe CSC, Rinaldo Nocentini pour l'équipe Aqua Sapone, Igor Astarloa pour l'équipe Barlow World, 2 équipes invitées quand même. Filippo Pozzato pour l'équipe Quick-Step et Samuel Sanchez pour l'équipe Euskaltel. Ça y est, on va arriver maintenant
La descente est quasiment terminée. Oui, on est au bas de la descente, on a vu 3 km. Va-t-on se regarder? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. On est 6 avec bon nombre de bons sprinteurs, en la personne de Balan, en la personne de Pozzato, en la personne du coureur qui arrive maintenant à Starloa. Donc quelle va être l'attitude des Nocentini, Sanchez? Eh bien, c'est à eux peut-être de tenter quelque chose dans ces 2-3 derniers kilomètres. Écoutez, à part Pozzato évidemment qui ne va pas rouler, Balan, Balan à la limite il aurait une excuse parce qu'il y a Napolitano derrière qui est très rapide, mais les autres n'ont pas vraiment de questions à se poser. Voilà, les moins bons sprinteurs eh bien, prennent la course en main, des coureurs comme Sanchez qui n'ont sur le fond pas forcément à rouler, hein. Ils savent que ils savent très bien que s'ils roulent avec ses coureurs, eh bien, il risque d'être devancé. C'est une image très importante, regardez, elle nous permet de mesurer la distance, ils sont en train de revenir derrière quand même, sous l'impulsion des coureurs de l'équipe Miller. Eric Zabel maintenant est revenu. Et oui, c'est lui qui prend le relais, un relais souverain, avec peut-être une contre-attaque de Sébastien Hinault qui vient de prendre l'avantage. Sébastien Hinault qui cherche lui aussi à revenir sur tous ses coureurs pour favoriser un sprint de Touruchoft. Il faut absolument dans ces derniers kilomètres revenir sur les échappées, ça va être très difficile. Si on veut gagner Milan-San Remo, on ne doit pas se regarder maintenant. Alessandro Balan l'a bien compris. Et ça y est, il appuie à nouveau sur les pédales, prend un relais qui ne sera pas décisif parce que derrière, vous le voyez, personne ne veut le relayer. Franck Schleck se pose des questions et dans ces conditions, eh bien, on risque bien joué Sanchez, bien joué Sanchez. Sanchez qui tentait de sortir, voilà, c'est ça. C'est l'image qu'il faut nous montrer. Le coureur de l'équipe Euskaltel qui tente tout seul de s'échapper. Ah mais on joue au chat à la souris devant et ce n'est vraiment pas la bonne tactique pour s'imposer sur Milan-San Remo. Mais non, parce qu'une fois que l'on sera revenu sur Sanchez, on va évidemment immédiatement temporiser. Il insiste le coureur basque. Oh maintenant on s'écarte, que va faire Pozzato? Maintenant la flamme rouge, dernier kilomètre. Pozzato doit y aller là. Les coureurs de chez Rabobank sont venus également se placer aux avant-postes. Oh là là, quel suspense. Le premier rond-point, enfin le rond-point avant l'arrivée. Il y aura ensuite le carrefour de la Fontaine, mais c'est pratiquement tout droit jusqu'à la ligne d'arrivée. Non, pas là, quand même pas. Hein. Pas tout de suite. Voilà, encore ce virage. On s'achemine vers un sprint massif encore. On se regarde, c'est terminé. C'est terminé pour l'échappée sous l'impulsion des coureurs de l'équipe Rabobank. Qui veulent évidemment placer Oscar Freire idéalement, mais il n'a qu'un équipier devant lui. Il va très vite se retrouver aux avant-postes. Oscar Freire, attention. Bonnen bien calé dans la roue d'Alessandro Petacchi. Bonnen et Petacchi, oui, idéalement placés pour ce sprint. Pozzato tente chassance maintenant en solitaire. Le carrefour de la Fontaine. Et maintenant, voilà, nous sommes dans la dernière ligne droite, 250 mètres de la ligne. Bonnen est un petit peu loin quand même. Elmiger maintenant. Petacchi lance son sprint maintenant très très loin. Pozzato est toujours devant. Pozzato à kilomètre-heure qui va peut-être aller chercher cette victoire. Pozzato qui semble en mesure de s'imposer. Oui, Pozzato s'impose dans Milan-San Remo. Petacchi deuxième. Et Bonnen seulement quatrième à l'arrivée de Milan-San Remo. Pozzato qui fait une magnifique course, félicité par Tom Bonnen. Il était sorti tout à l'heure dans le Poggio pour finalement aller cueillir ce succès. Magnifique Pozzato qui a pu parfaitement jouer la course d'équipe, c'est-à-dire ne pas relayer ses compagnons d'échappée tout à l'heure lorsqu'il était en compagnie de Trenti, de Schleck, de Balan, de Schleck, de Nocentini, d'Astarloa et de Sanchez, et qui finalement ensuite a pu aller cueillir cette victoire au moment où le regroupement était en train de s'opérer. Lui a insisté. Et il a insisté de façon très opportuniste. On va le revoir. C'est vraiment une victoire d'équipe aujourd'hui du côté de la Quick Step. On a vu Paolo Bettini faire le travail pour Bonnen dans la Cipressa. On a vu Trenti aller dans les groupes d'échappée. On a vu Pozzato aller dans les groupes d'échappée sans rouler. Il y a vraiment une belle course d'équipe du côté de la Quick Step qui se termine pas forcément par la victoire de celui qu'on attendait. Pas la victoire de Tom Bonnen, pas la victoire de Paolo Bettini, mais la victoire d'un coureur qui a bien travaillé pour l'équipe toute la journée et qui là est récompensé par une belle victoire dans ce Milan-San Remo qui fait plaisir à voir et qui fait plaisir à Tom Bonnen, son leader. Regardez, il est bien placé là dans le sprint, Tom Bonnen, et puis il va se relever, il voit que son équipier va gagner, donc Tom Bonnen, c'est fini, on lève les bras et on laisse même passer le coureur de la Liquigas. Et bien voilà, Alessandro Petacchi deuxième. N'oublions pas, et je le répète, qu'il a dans cette équipe Eric Zabel qui fait souvent deuxième. C'est le syndrome de la deuxième place. La malédiction Zabel. Et en tout cas Pozzato, c'est méritoire parce qu'on n'a pas oublié qu'il avait été l'un des principaux artisans il y a 2 ans de la victoire de Paolo Bettini. C'est un pur produit de l'équipe Quick Step, auparavant équipe Mapei, car rappelez-vous, ce coureur faisait partie de l'équipe Mapei Espoir à ses débuts en 2000 chez les pros, l'équipe Mapei Espoir, avant de rejoindre l'équipe Fassa Bartolo et de revenir dans le giron
dans le giron de, pas le Giro, dans le giron de Patrick Lefebvre. Il remporte aujourd'hui sa plus belle victoire. L'année dernière déjà il avait remporté la UCI Classics et c'est un coureur qui eh bien depuis son plus jeune âge nous a démontré sa classe cristalline, car ce coureur que vous avez sous les yeux est un jeune coureur encore. Il n'a pas fêté ses 25 ans, il a 24 ans seulement, Filippo Pozzato, et déjà une solide expérience. Ah oui, il le dit là, hein, il vient de le dire à notre consoeur de la rail. C'est la victoire, la plus belle victoire de sa vie, c'est le plus beau jour de sa vie. Filippo Pozzato, qui ne pensait probablement pas pouvoir résister au retour du peloton. Et Petacchi qui avait fait le plus dur, hein, c'est-à-dire battre Tom Boonen au sprint. Malheureusement, il y avait un de ses équipiers devant. Bon, Filippo Pozzato qui, rappelons-le, avait gagné Tirreno Adriatico à 21 ans. C'était vraiment un grand espoir, alors qu'on voit ici à l'image Davide Bramati, hein, qui lui a roulé pratiquement 200 km toute la journée derrière l'échappée matinale, alors qu'on revoit le sprint avec Alessandro Petacchi, hein, qui croit revenir un instant, mais il est impossible pour le sprinter italien de revenir. Belle image avec Tom Boonen qui lève bien les bras, qui laisse passer la troisième place, et Alessandro qui dit mamma mia. Oscar Freire également là parmi le sprint. On voit Alan Davis également bien placé. Torushoff un peu plus loin, hein, sur la gauche de la route, même placé mais un peu plus loin, le sprinter du Crédit Agricole. Eh bien, une nouvelle belle victoire, probablement la plus belle, hein. Il n'y a pas photo, hein, entre la UCI Classics, entre Tirreno Adriatico, même, et ce n'est pas faire un jour au Tour de France, même une victoire d'étape remportée au Tour de France pour un Italien n'a pas le relief de cette victoire dans la Primavera. Et Pipo s'était imposé lors d'une étape du Tour de France gagnée à Saint-Brieuc. C'était déjà sa 4e saison, il en est à sa 6e et il n'a que 24 ans. La particularité de Pozzato, c'est qu'il était passé professionnel, il était passé directement des rangs juniors à la catégorie professionnelle dans cette fameuse équipe Mapei Espoir, avant de connaître immédiatement des succès. Ses premiers succès, c'était, je crois d'ailleurs, lors des étapes remportées, des 2 étapes remportées à l'occasion du Tour de l'Avenir. Il y a eu Tirreno Adriatico, il y a eu le Tour du Latium, il y a eu la UCI Classic, beaucoup de victoires. C'est sa 26e victoire aujourd'hui. C'est vous dire le registre de ce coureur, l'étendue du talent de ce coureur qui s'impose aujourd'hui sur la Via Roma en résistant à tous les meilleurs sprinteurs. On voit Petacchi, rageur, revenir, boucher mètre par mètre et finalement ne rien pouvoir faire pour finalement s'imposer et échouer à la 2e place derrière donc, ce coureur. Alors, en ce qui concerne le classement de Milan-San Remo, on a donc Pozzato qui s'impose. Derrière, nous avons pour la 2e place, nous avons très certainement, bien sûr, nous avons Petacchi. C'est pour la 3e place qu'on a une petite incertitude. Paolini probablement de l'équipe Liquigas. 4e, Tom Boonen, le champion du monde. Et puis à la 5e place, Oscar Freire de l'équipe Rabobank. Voilà donc en ce qui concerne les 5 premiers. Tout cela mérite un certain nombre de conclusions. Et bien sûr, nous allons pouvoir assister au podium de Milan-San Remo. Mais comme on a un petit peu de temps, je vous propose de tourner une page de publicité.